La démocratie sénégalaise est dans le coma. Dans le coma, pourquoi? Il y a eu des morts, il y a eu la violence, la question du troisième mandat. Beaucoup de violence, beaucoup de répression, un parti dissous. Injustice bu nekk ci dëkk bi loolu la ñuy xeex yaa ngi dégg Macky Sall bëgg ñoo forcer boppam. Mais la vraie vérité, c'est que cette injustice-là, elle est ressentie par les Sénégalais qui vivent de plus en plus dans la crise. Et ça a connu son paroxysme par une coupure d'Internet, des coupures d'Internet et d'accès aux réseaux sociaux. C'est le faux pas forcé. C'est ça que nous voulons que les Sénégalais prennent. Chaque Sénégalais, avant même de faire ses prières, fait dis-nous 3 ou 400 000 ou 500 000 faux pas forcés. C'est important. dafay jooy parce que li dafa ñaaw jooy loo ko suñu ay rakk ñoo fi nekk suñu ay mag ñoo fi nekk suñu ay càmmin ñoo fi nekk Sénégal benn bopp la kenn waru ko xar ñaar. Écoutez le discours de Senghor quand il quittait le pouvoir. Il disait démocratie du tokki nguur gi pendant des années. Démocratie dafa laaj ñu changer. Comment réduire aujourd'hui ce présidentialisme qui pose problème? Premier mandat, ok. Deuxième et dernier mandat, c'est fini. L'histoire politique du Sénégal est riche et complexe. Marquée par la lutte pour l'indépendance, la consolidation démocratique et des défis contemporains relatifs à la gouvernance et à la démocratie. Le Sénégal est souvent cité comme un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest, ayant réussi plusieurs transitions pacifiques du pouvoir et maintenu une relative stabilité politique. Cependant, les défis contemporains soulignent l'importance de la vigilance démocratique et de la participation citoyenne pour préserver les acquis et continuer à progresser vers une gouvernance juste et inclusive. Il ne peut donc y avoir aucune hésitation. La politique du Sénégal, clairement définie, s'est fixé 3 objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre. L'indépendance. C'est quoi la démocratie? À travers les âges, l'humanité a cherché des moyens de vivre ensemble, guidés par des principes d'équité et de justice. Pour beaucoup, la démocratie est l'expression de cette quête. Née des aspirations à la liberté, elle est le terrain sur lequel chaque voix aspire à être entendue, où chaque vote est un pilier de notre coexistence collective. Mais au-delà de son idéal, quelle réalité embrasse-t-elle? Partons à la découverte de cette idée lumineuse, explorons ses racines, ses principes et son pouvoir de transformer le monde. Au fait, c'est quoi la démocratie? La démocratie est un vaste programme, un vaste mot. Est-ce qu'on peut définir la démocratie? Écoutez, la définition que tout le monde connaît, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Impose déjà que le peuple ait un certain niveau de compréhension des principes et des enjeux. Ça, c'est un grand problème. C'est l'indétermination même de la définition du peuple. C'est un pouvoir de représentation donc, que le peuple confie donc, à des institutions, donc il les exerce bien évidemment sous sa surveillance. Ça, c'est la démocratie. Mais toutes ces définitions sont des définitions, si vous voulez, assez restreintes. La démocratie, c'est la possibilité pour quand même les populations, les citoyens de pouvoir s'exprimer. Ça veut dire les libertés, le respect des libertés fondamentales, liberté d'expression, liberté de penser, liberté de créer. Ça fait partie de la démocratie. La démocratie, c'est une forme d'organisation politique dans lequel les détenteurs de pouvoir l'exercent à travers un corps social. Pour moi, la démocratie n'est rien d'autre que la traduction de l'aspiration commune, collective d'une population ou d'un ensemble d'individus qui ont décidé ensemble de fixer des normes
de fixer des législations, de fixer une façon de vivre et de fixer des règles sociétales qui régissent leur comportement, leurs agissements et aussi la manière de faire de la politique. Donc c'est le pouvoir de ceux qui ont décidé d'en faire un pouvoir. Mais le peuple a le pouvoir. S'il ne me croit pas, qu'il essaie un troisième mandat pour voir. Yeah. Donc, la démocratie, bien que partageant des principes universels, s'adapte et se transforme au gré des cultures et des histoires. Bien, dans ce cas, peut-on parler de plusieurs démocraties? Pouvons-nous parler d'une démocratie africaine? Qu'est-ce qui définit une démocratie africaine? Comment les peuples africains façonnent-ils leur propre chemin vers la gouvernance participative? On pourrait dire de démocratie à l'africaine, pourquoi pas. Certains même vont jusqu'à dire, mais démocrature. Démocrature, c'est un nouveau concept, c'est un terme qui est à la croisée de la démocratie et de la dictature. Parce qu'en réalité, tous nos dirigeants, c'est quand même des monarques républicains. C'est des monarques des temps modernes. Si vous regardez la plénitude de leur pouvoir, ils concentrent énormément de pouvoir et la démocratie ne peut pas s'accommoder de tous ces pouvoirs concentrés entre les mains d'une seule personne. Ce qui veut dire que finalement, on peut bien parler de démocratie ou d'un système de gouvernance à l'africaine. Chaque société, de par son histoire, de par son contexte, a sa forme de démocratie appropriée. Donc sa façon d'organiser le pouvoir pour que ce pouvoir-là puisse être redistribué ou partagé de sorte que le peuple lui-même, c'est-à-dire l'ensemble des composantes de cette société, puisse véritablement en être détenteur de ce pouvoir. On peut penser à la constitution de Thierno Souleymane Baal. Même l'islam que nous avons, au début du temps du prophète, il y avait une certaine vision de la démocratie, ce qu'on appelle la choura ou la consultation chez les musulmans, surtout à partir de la période de Médine entre les Ansars et les Muhajiroun. Il y avait la consultation, c'était la choura. L'Afrique a connu, bien avant la poussée impérialiste, donc un mode d'organisation culturelle. Il faut qu'elle découle de la profondeur, de manière endogène, inclusive, la profondeur des aspirations politiques, je dis bien politiques, sociales, sociétales et culturelles, j'allais aussi dire cultuelles, des populations qui composent un ensemble, c'est-à-dire une société. Qui reposait sur des valeurs, qui reposait sur le partage du pouvoir, qui reposait sur le partage du savoir et de l'avoir. Nous, notre histoire, nous avons connu une certaine forme, en tout cas, de démocratie, du point de vue même des mythes. Je pense à la charte de Kourkan Fouga. Mais avant même de parler de la charte du Mandé, ici nous avons un royaume comme le Cayor, où le roi, forcément, avait non seulement des attributs très forts, tout le monde le savait, c'est le Damel, mais le roi était issu d'une élection, et on n'en parle pas beaucoup. Donc il y avait 7 familles princières ici, dans le Cayor, au Sénégal, bien avant la poussée impérialiste, et ce sont ces 7 familles qui pouvaient donner le roi, le Damel. Et le Damel lui-même ne pouvait pas assurer sa propre investiture. Il y avait une autre famille qu'on appelait les Khagan. Donc c'était une lignée qui pouvait être une sorte de premier ministre ou de vice-président, donc qui pouvait assurer ce qu'on appelait l'investiture. Nous savons tous que c'est le vote qui confère un choix, mais c'est l'investiture qui donne le pouvoir. En Europe, j'allais dire l'Occident, a combattu pendant des centaines d'années pour en arriver à stabiliser le système politique. Et parmi ces pays, il y en a toujours qui ont su conserver les réalités ancestrales, j'allais dire les réalités sociales. Des royaumes, des rois, des reines, des monarchies, ainsi de suite. À côté, ils ont un modèle démocratique qui se plie aux exigences de leur population. En Afrique, et c'est dommage qu'on n'en parle pas assez, nous avons été le continent qui a été le premier à expérimenter la démocratie. Dans la pratique, l'Europe est venue par la théorie
théoriser le concept de la démocratie et de véhiculer la démocratie comme étant un concept international et étant un concept universel. Oui, tout ça est bien dit. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un système démocratique? Bien plus qu'un ensemble de lois et d'institutions, est-il le souffle de la... Est-ce la pratique dans l'isoloir? Serait-ce le cœur du dialogue public? Cela signifie-t-elle une presse libre? Mais comment ces mécanismes garantissent-ils que chaque voix compte réellement? Examinons de près les rouages de la démocratie, les élections, la séparation des pouvoirs, la protection des libertés. Dans la réflexion de la démocratie, en reprenant un peu l'esprit des lois de Montesquieu, avec les équilibres, l'équilibre entre les différentes institutions, c'est un peu, comment dirais-je, on ne peut pas parler de démocratie sans contre-pouvoir, sans équilibre des institutions. C'est le pouvoir qui arrête le pouvoir, mais sous l'œil vigilant du peuple. Mais le grand problème, c'est la définition du peuple. Est-ce que c'est le peuple sociologique? Est-ce que c'est le peuple électoral? Est-ce que c'est le peuple syndical? Le grand problème que nous avons et que nous posons depuis 2008-2009 avec les assises, c'est de moderniser les institutions. Il faut dire que depuis quelques années, il y a un certain désamour entre les populations et les institutions de la République, surtout les institutions judiciaires, qui sont très répressives, et les institutions des FDS, des forces de défense et de sécurité. Mais je crois que c'est juste parce que nous assistons depuis quelques années aussi à, de part et d'autre, une diabolisation de nos institutions, mais aussi qu'il y ait un traitement très partisan de certaines de nos institutions, surtout juridiques, face à certains acteurs politiques. C'est effectivement d'avoir aujourd'hui des institutions qui soient des institutions républicaines, des institutions impartiales, des institutions capables de résoudre de façon pacifique les conflits que nous avons. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans une logique d'institutions républicaines dans ce pays-là? Est-ce qu'au Sénégal on a une république? Est-ce qu'on vit dans une république? Parce que je vois le traitement que l'on fait selon les gens, selon que vous êtes des pouvoirs ou de l'opposition. Comment vous traitez au Sénégal? Quand vous êtes de l'opposition, souvent vous avez la glaive qui vous tombe dessus. Quand vous êtes des pouvoirs, vous êtes souvent protégé. Moi j'ai posé cette question au président Macky Sall. Il a demandé pourquoi les Sénégalais ont l'impression que certains Sénégalais qui sont du côté des pouvoirs sont protégés. Pourquoi ceux qui sont en opposition sont souvent maltraités? Si un État ne parvient pas à gérer ces 3D-là, dépatrimonialisation, dépersonnalisation, différenciation, on n'est pas dans un processus de mise en place d'une république et d'un État. La preuve, si vous avez remarqué, depuis les indépendances, le nombre de coups d'État qu'il y a eu sur le continent, dû à cette démocratie-là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a la démocratie, il y a des coups d'État institutionnels qui occasionnent des coups d'État militaires. Si quelqu'un qui est élu décide de changer la Constitution et de l'adapter à son bon vouloir, en effet, la conséquence, c'est que ça va créer des frustrations et ces frustrations-là vont faire que d'autres personnes auront envie, effectivement, de reprendre le pouvoir. En général, quand ils sont dans l'opposition, ils sont pour la limitation des pouvoirs du président, ils sont pour plus d'indépendance de la justice, mais une fois installés au pouvoir, ils changent d'avis. Entre 1970, après mai 68, jusqu'en 2000, on n'a connu que des avancées, et des avancées significatives dans le domaine de la démocratie. Les 12 dernières années qui marquent l'exercice du pouvoir du président sortant nous a renseigné sur un recul démocratique qui est certain. On assiste à une restriction de nos libertés individuelles, de nos libertés d'association, de manifestation, de nos libertés d'expression. Et ça a connu son paroxysme par une coupure d'Internet, des coupures d'Internet. Justement, je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, je parlais tout à l'heure de l'importance maintenant de l'Internet. Les gens qu'on n'invite pas sur une chaîne de télévision qui appartient à tout le Sénégal vont trouver un autre moyen d'expression. Et le moyen d'expression qu'ils ont trouvé, en tout cas l'espace d'expression qu'ils ont trouvé, c'est les réseaux sociaux. Et comme tout le monde est sur les réseaux sociaux, donc l'amplification est beaucoup plus grande. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que
on n'a plus forcément besoin d'aller à la RTS pour faire cette déclaration, puisque déjà on ne sera jamais invité là-bas. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a carrément une cassure. Toutes les télés qui sont proches plus ou moins du pouvoir sont boycottées. On a vu aussi un journaliste qui est allé dans une manifestation politique qui a failli se faire tabasser. Donc il y a un engouement très important d'une partie de la jeunesse qui était dégoûtée de la politique. J'ai l'impression de suivre un film sur mon pays, un film qui a eu un impact sur les téléspectateurs. Et en 2021, c'est comme si on nous avait remis le film avec des impacts différents. Parce qu'on s'attendait à une évolution, à une progression, à une avancée. Il y a eu certes des avancées, mais il y a eu beaucoup de dégâts. On a eu une marche rapide, on a eu des cassures, on a eu une alternance pratiquement qui nous a surpris tous, mais quand même méritée, parce que c'est un processus de combat qu'Abdoulaye Wade a mené avec d'autres forces sociales, avec l'épanouissement des syndicats, avec des forces parfois même religieuses, les Moustarchidines, tout cela, c'est des événements que nous avons vécus en 1988-93 qui aujourd'hui sont irréversibles. Naturellement, tout le monde le sait, on ne peut plus aller en arrière. Donc il y a des pas de géants que nous avons fait dans ce pays. Et aujourd'hui, on est dans l'ère du parrainage également, qui peut être apprécié de façon diversifiée, mais naturellement, c'est toujours un blocage parce que ça permet au pouvoir en place de sélectionner, d'être le maître du jeu et de contrôler toujours le processus. La question du tirage au sort, c'est une question qui limite fortement la démocratie, parce que le choix d'un président de la République ne peut pas être lié à ce qu'on appelle le tirage au sort, qui présente énormément de difficultés en termes d'égalité par rapport aux candidats, n'est-ce pas? Un fichier qui n'est pas rendu public, que les acteurs ne peuvent pas utiliser et sur lesquels ils sont quand même jugés, ces acteurs, c'est des problèmes. Si ce qui symbolise ou représente les institutions n'arrive pas à se respecter et à respecter les institutions qu'ils sont censés représenter, il y a un problème. Ceux qui les élisent vont forcément marquer ou consommer un divorce avec eux. Parce que tout simplement, ils ne se reconnaissent plus en eux. Et c'est ça le problème de non-démocratie. Mais c'est ça la même chose. Donc moi je me dis, mais c'est lié à quoi? C'est des questions culturelles ou c'est... Il n'y a pas assez de réflexion sur la relation que nous avons avec ce pouvoir-là. Parce que c'est des différentes échelles. Les gens qui sont en bas, ceux qu'ils critiquent, ils font exactement la même chose. Si je ne suis candidat, est-ce que vous savez que mon gouvernement ci boppam kenn dootul liggéey kenn dootul liggéey ñu wax ko bañ ko waxee ci yam. Qu'en est-il de la question de la limitation des mandats présidentiels au Sénégal? Je vous le dis les yeux dans les yeux. Je pense qu'à notre époque, 2 mandats suffisent largement à la tête d'un État. Si je suis élu pour 7 ans, je m'engage à n'exercer qu'un mandat de 5 ans. Parce que j'ai bloqué le nombre de mandats à 2. Et cette réforme qui limitera le nombre de mandats à 2 et la durée à 5 ans ne pourrait plus faire l'objet de modifications. Au Sénégal, la question de la limitation des mandats présidentiels est au cœur des débats sur l'avenir de la démocratie. C'est un baromètre de la santé démocratique, un reflet des aspirations à plus d'équité et de renouveau dans la vie politique. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette expérience sénégalaise? Macky Sall, si c'était décidé très tôt, ni oui ni non, mais décidé qu'il allait respecter ces 2 mandats, on n'en serait pas là. Il y avait encore ce problème de respect de la parole donnée du président Macky Sall qui ne voulait pas donc définitivement régler cette question qui lui est répétitivement posée. Est-ce qu'il a l'intention de faire un 3e mandat? Theodore Roosevelt, c'est le président des États-Unis le plus jeune. Après ces 2 mandats, il n'a eu que 50 ans. Il n'y avait pas de limitation de mandat dans la Constitution américaine. C'est David Dwight Eisenhower qui l'a mis dans la Constitution.
un militaire naturellement très rigoureux. Donc pendant la guerre froide, il a mis ça dans la Constitution. Mais avant, il n'y en avait pas. C'est parce que tout simplement, George Washington, le premier président, John Adams, jusqu'à Theodore Roosevelt, ils ont fait 2 mandats, ils sont partis. Lui, il est venu, il était jeune, charismatique et tout, les gens voulaient qu'il fasse un 3e mandat. Mais pour respecter l'honneur de l'héritage démocratique des États-Unis, il a accepté de faire 2 mandats et il est parti. Allez au Bénin. Vous savez ce qu'ils ont écrit sur leur constitution par rapport à ce dispositif? Nulle personne ne peut, durant sa vie, faire plus de 2 mandats présidentiels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas consécutif ni successif, ainsi de suite. Durant ta vie, tu ne peux pas faire plus de 2 mandats, point. Pourquoi ce n'était pas le cas en 2011? On était toujours dans une phase de transition constitutionnelle. Maintenant que on a définitivement passé le cap, Macky était dans cette étape de transition en 2016, comme vous l'avez si bien rappelé, avec la nouvelle réforme constitutionnelle. Macky était dans le clair-obscur parce qu'il était à cheval sur 2 constitutions. Son mandat était à cheval sur 2 constitutions et pouvait jouer sur cette ambiguïté-là. Mais maintenant, je pense que définitivement, cette étape est réglée. Donc, pour le régler, il faut d'abord sécuriser, il faut sanctuariser la Constitution. On n'y touche plus. Nous n'avons pas confiance au Conseil constitutionnel. Et nous savons effectivement que de graves décisions du Conseil constitutionnel ont amené un conflit meurtrier. Vous savez, en démocratie, ce qu'il faut absolument éviter, même à un niveau personnel, c'est l'usure du pouvoir. Je me rappelle d'une phrase du président Wade que j'ai vue dans une interview. Ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Il disait en fait que population de l'Égypte. Donc, à un certain moment, il est bon que ceux qui nous dirigent se disent que j'ai 2 mandats pour réussir ma mission, ou en tout cas pour mettre des bases pour que ceux qui viennent après puissent continuer. Quand il est venu, il y avait de l'euphorie. Il y a eu des médias qu'on a mis aussi à certains postes de responsabilité. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les conséquences de la gouvernance de Wade. Macky, c'est Wade, hein? C'est le fils de Wade. C'est pour ça que nous disons qu'il faut bien examiner le legs, ça veut faire le bilan de 2012 à maintenant, pour voir qu'est-ce qu'il faut prendre dans ce legs, si vous voulez, des 2 régimes libéraux, et qu'est-ce qu'il faut jeter. Donc c'est pour ça que le jeu démocratique est intéressant. Donc le fait justement de limiter les mandats, ça va permettre que dès le premier jour au poste, les gens vont commencer à se dire on est là pour une mission bien précise, nous nous liguons. Quand je prends la Constitution américaine, il parle un mandat renouvelable, une fois. Mais ça n'a pas créé un problème là-bas. Ici, les textes, on a essayé de verrouiller pour 2 mandats, mais ça a créé problème. C'est des questions de personnes. C'est des questions parce que les gens vont toujours trouver des portes pour dire que non, c'est des interprétations, les juristes. Mais la question de 2 mandats, ça ne s'est pas posé aux États-Unis. Les gens font leurs 2 mandats et partent. Pourtant, il y a une ouverture au niveau de leur constitution. Mais le débat ne s'est jamais posé. Pourquoi le débat se pose ici, même si on a essayé de corser? Et moi, je pense qu'il faut faire comme les États-Unis. Et aujourd'hui, on a vu Trump avec tout ce qu'il a créé comme problème. C'est-à-dire 2 mandats. 2 mandats, respect de la Constitution, et ne pas se mettre à tripatouiller comme l'a fait Wade tout le temps la Constitution. Et que la Constitution soit non seulement adoptée, mais acceptée par la plupart, si vous voulez, des citoyens. Pour moi, 2 mandats, c'est l'idéal. La possibilité de se faire réélire pour un nouveau mandat est un gros risque pour la performance de nos États. Et c'est pour cela que moi, je suis avec ceux qui pensent qu'il faudrait plutôt aller vers un mandat unique. Peut-être revoir la durée, 7 ans ou 8 ans. Mais on t'élit pour un seul mandat. Mais avec, à la sortie, un mécanisme de redevabilité très puissant. Si on avait un mandat unique, le président sait qu'il va faire un mandat
et partir, eh bien, je crois que ce serait une excellente chose pour la gouvernance. Ça permettrait de lutter plus efficacement contre la corruption. Ça permettrait de pacifier la société politique, parce que les opposants se diraient, bon, bah, il en a pour un mandat, je peux quand même patienter. Et ça permettrait d'avoir de véritables élections, des élections à l'occasion desquelles les citoyens vont choisir un mandat. On dit toujours que l'alternance au pouvoir est une respiration démocratique. Un pouvoir, 2 mandats, et c'est fini.